WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. C'est le co-directeur de Bipole. Je reçois Cyril Thomas Chimino. Bonjour Cyril. Bonjour Pierre-Henri, bonjour aussi à toutes et tous les internautes. Merci d'être avec nous. Parle-nous de cette structure Bipole. Alors Bipole est une maison d'artistes et une entreprise culturelle indépendante fondée en 2010. Alors, j'ai la chance de la co-diriger encore aujourd'hui, malgré la crise, aux côtés de mon associé Julia Capel et d'une équipe composée de plus ou moins de 12 salariés à temps plein. Donc l'agence assure la production de tournées et le booking d'un catalogue de plus ou moins 60 artistes, souvent français mais aussi internationaux. Or, concrètement, cela représente environ, on va dire, 1000 bookings par an. Alors ça, c'était les chiffres 2019. En 2020, on a annulé quasiment 95% de nos dates. Mais voilà, le cœur du métier, l'agence soutient le développement artistique dans sa globalité en alliant création, management, édition, communication et bien sûr la diffusion. Donc on œuvre pour la diversité et le décloisonnement des courants musicaux à tendance électronique, toujours novateur et parfois aussi alternatif. Et puis vous êtes basé à Marseille, hein, c'est ça, dans la friche Label de Mai? Oui, tout à fait, oui. Nos bureaux sont basés à la friche Label de Mai, l'endroit même d'ailleurs où se produit le Festival Le Bon Air que l'on a fondé en 2016 et qui accueille chaque année, voilà, on va dire 15 000 festivaliers. Et la friche Label de Mai, c'est une gigantesque ancienne usine de Seita. Seita, ce sont les manufactures de tabac, qui est devenu en 92 un lieu de création culturelle. Donc on peut y retrouver à travers 100 000 mètres carrés des 70 structures, 400 acteurs qui sont entrepreneurs ou artistes, et des salles de spectacle, concerts, playgrounds, expositions, toits terrasses, j'en oublie plein, mais c'est une vraie ville dans la ville et une belle expérimentation urbaine. Et on en parlera tout à l'heure parce qu'en étant dans ce lieu, je pense que vous êtes aux premières loges aussi pour sentir le pouls de ce secteur qui est impacté par la crise. Mais avant ça, parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu en es venu à être le co-directeur de cette structure et à travailler dans cet univers? Alors, j'ai rejoint très jeune l'univers de la musique, donc ta question me fait remonter à pas mal de choix de souvenirs et d'expériences. Si je dois synthétiser, j'ai atterri, si tu veux, à 17 ans dans la salle de concert Le Moulin à Marseille. J'étais la petite main du régisseur général qui était aussi pédagogue que feignant. Du coup, il m'a rapidement formé et délégué un maximum de tâches. Et à travers cette salle, en fait, on accueillait un paquet d'artistes, pas mal de boîtes de prod aussi. Et j'avais pas 20 ans, je me suis barré sur mes premières tournées. Je me suis installé à Paris et à chacun de mes retours à Marseille, du coup, en parallèle de mes tournées, j'organisais des raves avec des collectifs locaux. C'était le début des années 2000 à l'époque, donc la voie avait été ouverte par pas mal de gars comme Jack de Marseille et d'organisatrices locales et du territoire. Donc il y avait un super élan avec plein de labels, artistes, organisateurs, et je pense notamment, tu vois, à Pierre Alain que j'avais rencontré à l'époque, le directeur du cabaret Alatoire à Marseille, à la Friche justement, et c'est lui qui nous a invités à rejoindre la Friche il y a 10 ans quand je fondais Bipole. Donc voilà pour le petit clin d'œil à Pierre Alain. Quand on crée des événements, quand on participe à des tournées, forcément on a des souvenirs marquants. Je crois que tu voulais nous parler, et puis ça va faire aussi un peu rebond sur cette notion de résilience dont on a besoin en ce moment, d'une édition assez particulière du Télérama Dub Festival. On est en 2015, que tu avais monté. Parle-nous de ce contexte et de comment vous aviez rebondi. Oui, c'est chouette de parler durant cette crise, de parler d'une autre crise. Donc ça, comme tu dis, c'était 2015, donc c'était 20 ans plus tard après le début du taf et de mon lancement dans la musique. Donc cette fois, si tu veux, on se retrouvait entouré de toute une équipe, de tout un écosystème, des réseaux tissés, plus de rencontres et effectivement un gros système nerveux un peu plus endurant. Donc c'est vrai que produire, c'est vivre plein de moments très forts à chaque event. Mais pour le Télérama de Festival, effectivement, c'était le 21 novembre 2015, seulement 8 jours après l'attentat du Bataclan. Et on accueillait plus de 5000 personnes au Dock de Paris. Et je crois que c'était vraiment le premier gros rassemblement parisien qui était autorisé après cette semaine qui avait été un peu off sur les grandes jauges. Donc autant dire qu'à 20h, à l'ouverture du site, on avait nos équipes de billetterie, nos équipes de sécu, les files de festivaliers à l'entrée du site et ça l'a ramené vraiment pas large. Donc la soirée en tant que producteur était juste complètement inédite. Et c'était la première fois, on a beaucoup de taf quand on est promoteur, mais là, on se retrouvait à poster des patrouilles de flics à l'extérieur du site, pas mal de civils à l'intérieur. Tout est allé très très vite et c'est vrai qu'à 3h du matin, donc au peak time, je suis parti avec mon ami et co-organisateur Frédéric Péguillan
faire un petit tour du site, d'ambuler au milieu des festivaliers, et l'ambiance était juste dingue. On avait, pour ma part, jamais vu une telle énergie, une pareille bienveillance dans aucune édition. En fait, sur tous les murs, on pouvait lire d'ailleurs des projections vidéo, c'était écrit on n'arrête pas un peuple qui danse. Et on a pu voir 100% des festivaliers rester jusqu'au curfew, 5 heures du mat. Et c'est vrai qu'ils avaient pu oublier, du moins, ouais, un instant mettre de côté ouais, la terrible ambiance des attentats. Et on l'a toujours dit, et on le dit d'ailleurs actuellement, euh, on est en pleine crise, on est en pleine fracture sociale, et les rassemblements culturels n'ont rien à voir avec l'entertainment. Bien au contraire, les rassemblements sont indispensables pour nos territoires, pour la jeunesse, pour la diversité. Et ce soir-là, on l'avait bien vu, c'était important pour la liberté de chacun. Bah, c'est rassurant parce qu'on sent cette résilience. Alors, on fait pas de classement dans les crises parce que les attentats étaient, horribles, mais je trouve que, elle avait été moins dure et attention, je prends beaucoup de précautions et je mets des guillemets, elle avait été moins dure pour notre secteur, parce que très vite, il y avait eu cette notion de la vie doit reprendre le pas, ce qui est pas le cas actuellement où malheureusement pour protéger la vie, on est obligé de faire des choix ou de les subir parfois et donc d'annuler nos événements. Comment tu navigues dans cette nouvelle crise? Alors, j'aurais voulu parler de choses plus légères, mais malheureusement, on est dedans et c'est aussi notre actualité. Comment tu navigues avec, tu disais 95 des bookings qui ont été annulés, le festival, j'imagine. Raconte-nous comment, tu gères ça avec tes équipes et comment tu arrives à les garder, on board avec toi? Bien sûr, la chance, si tu veux, ce qu'il faut parler de choses positives, c'est quand même très important. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est en lien permanent avec nos artistes. Et tous ont profité du contexte pour écrire, pour créer. Donc, bon, comme tu le dis, jusqu'à nouvel ordre, on peut pas grand-chose pour leur diffusion scénique. Surtout nous, dans la culture un petit peu debout, hein, musique électronique, où il y a peu de propositions qui peuvent se transformer en live sur un public assis. Donc voilà, on accompagne les artistes au quotidien, on les rassure, ils nous rassurent aussi, c'est un réel échange, une belle énergie qui circule, et on les accompagne sur la com, sur la stratégie de leur projet. Et vraiment, je pense qu'il faut pas oublier que les artistes sont parmi les acteurs qui souffrent le plus de cette crise. Et ce sont eux aussi qui se plaignent le moins au final. Donc ils se montrent patients, courageux, et en gros, ben voilà, on fait tout pour stimuler leur inspiration, pour les accompagner dans des créas. Toi, tu dis, Cyril, que finalement, cette pause forcée, est aussi un moment de création et que quand ça va repartir, il y aura beaucoup de choses qui vont nous être proposées? C'est sûr qu'à la sortie de toute crise, il peut que y avoir du positif. Donc après, l'objectif, c'est de rester vivant. Et là, ben, c'est effectivement un débat un objectif qui est grave. Mais il y a beaucoup de débats à travers cette crise. Et nous, on le voit avec nos artistes, à l'instar de Simocel, qui a livré une superbe tribune récemment qui était continue à DJ, mais pas n'importe comment. Donc voilà, ça fait partie d'un des débats qu'on anime, et sur les responsabilités, qu'elles soient environnementales ou inclusives. Et après, bah, grosso merdo, c'est dur pour un producteur aujourd'hui. On déambule entre fonds de soutien, fonds de secours, fonds de sauvegarde, PGE, fonds festival. Est-ce que c'est ça le métier de producteur? Monter des dossiers tous les 6 mois pour reculer d'autant les dépôts de bilan? Non, c'est pas ce que j'ai signé à l'époque. Donc voilà, Tu me fais penser c'est à Mathieu éprouvant. Drouot que j'avais reçu cet été et qui me disait: mais je ne fais qu'annuler des Ouais. événements et c'est l'inverse de ce qu'est mon métier». Et ça demande un temps fou. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça demande beaucoup plus de temps d'annuler, tant en billetterie qu'en administration. Et c'est vrai qu'on a une chance chez Bipol, c'est de se sentir très bien entouré. Tu le disais tout à l'heure à la friche, mais de partout en France aussi, ben, grâce à plein de réseaux, plein de fédérations comme l'appel des indépendants notamment. C'est un appel qui a été lancé en mars dernier par une trentaine de structures de manière très spontanée. Et c'était concomitant, si tu veux, avec nos amis de lyonnais de Répercussonde, qui est l'un des premiers festivals du coup qui a été annulé au printemps dernier. Et 6 mois plus tard, on se retrouve avec 1600 structures signataires, que ce soit festival, salle de concert, mais aussi médias, labels, éditeurs, producteurs, artistes. Et cet appel nous a réunis à travers la proximité de valeurs de chacun, et nous réunit par et pour nos principes d'indépendance. Donc Et du coup, voilà. aujourd'hui, le point positif de tout ça, c'est que ce que je sens de tes propos, c'est qu'il y a une grande solidarité dans ce secteur. Est-ce que c'est le cas sur la Belle de Mai? C'est-à-dire que, est-ce que tous ces acteurs de cette industrie culturelle, quels qu'ils soient, est-ce que vous vous épaulez au quotidien?
Bien sûr, il y a un élan de solidarité qui est énorme, et c'est vrai qu'à la fin de la crise, la fin de cette crise, elle doit être en lien avec la fin des efforts violents que vit le secteur culturel indépendant. C'est ce qui est très important, et c'est à cela que l'on travaille, au niveau la fin de trop grandes prises de risques qui sont encore requises pour maintenir l'équilibre de nos projets, la fin de la course, de la compétition, la fin de l'hyperconsommation, et cette crise doit être une transition vers une nouvelle réalité. Et c'est vrai que voilà, les indépendants, et on le voit aussi très bien à la Friche Label de Mai, sont au cœur du paysage, et on doit tout faire pour être entendu et pour bouger les inégalités politiques. Juste pour finir, mais bon, on peut voir l'Opéra de Paris qui bénéficie d'un fonds de relance de 80 millions d'euros, où on peut aussi voir 87 millions d'euros pour le château de Versailles. Donc ces deux institutions et patrimoine parisien ont un budget d'aide supérieur à 50% du budget alloué au spectacle vivant privé indépendant dans toute la France. Donc, tu vois, je te parlais d'inégalité, c'est certain, il y a encore beaucoup de boulot. Et tu parlais de politique, et c'est aussi le rôle finalement des acteurs de la culture, c'est aussi c'est un rôle très politique malgré tout de transmettre cette culture aux concitoyens, et puis de créer du lien social, et je crois qu'on en a besoin. J'aimerais qu'on finisse peut-être sur cette phrase sur « on n'arrête pas un peuple qui danse ». C'est ça, hein, la phrase que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et je crois que on va essayer de garder ce côté positif. Cyril, merci pour cet aperçu de vos activités chez Bipôle, et puis au-delà de ça, de tous les acteurs de la Friche Label de Mai. Et puis on croise les doigts pour que les choses repartent bien, et que vous dépassiez, ou en tout cas reveniez à ce niveau de 1000 bookings par an, et que le festival, le Bon Air Festival, est-ce que la date est fixée d'ailleurs sur 2021, puisse avoir lieu? Bien sûr, les 21, 22 et 23 mai 2021. Et on se donne rendez-vous à ces dates. À bientôt. Avec Salut plaisir, Cyril. Pierre-Henri, merci beaucoup. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.